Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La réforme des traités européens est sur les rails. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel présenteront ce jeudi à leurs partenaires leur projet commun d'une Europe qu'ils souhaitent plus vertueuse. Le couple franco-allemand veut avancer vite, mais cela suffira-t-il à calmer les ardeurs des spéculateurs dans la zone euro? Décryptage de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis quel visage aura l'Europe de demain? Notre invité pour en parler ce soir, Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, membre actuel du Conseil économique et social. Et puis c'est une autre vision du couple franco-allemand, celle de François Hollande en visite à Berlin au congrès du Parti social-démocrate. Nous verrons de quelle Europe il parle ce soir. Après l'intrusion des militants de Greenpeace ce matin dans la centrale de Nogent-sur-Seine et ce soir dans celle de Cruas dans la Drôme, le mot est lâché. Les autorités ont admis des défaillances dans la sécurité des sites. Toutes les leçons doivent être tirées, prévient le ministre de l'Intérieur. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, l'avait assuré hier. Tous les trains circuleront à Noël. La confirmation est arrivée en début de soirée avec la levée du préavis de grève qui visait les week-ends de décembre. Une bonne nouvelle donc pour les vacanciers, également pour la SNCF qui se prépare à un grand changement d'horaire, notez-le, dès le 11 décembre prochain. Et puis dans l'actualité, c'est un nouveau traité voulu d'abord par le couple franco-allemand. L'accord qui s'est dessiné entre Paris et Berlin met en avant une Europe à la stricte discipline budgétaire. L'enjeu est de taille, il s'agit de restaurer la confiance dans la zone euro. Et pour cela, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel veulent aller très vite. Tous les détails avec Bérangère Danglas. C'est une solution à la crise à marche forcée qu'ont annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Plus question de tergiverser, le couple franco-allemand veut obtenir un nouveau traité. Et faute d'accord à 27 d'ici mars, on se contentera d'un texte paraphé par les pays de la zone euro. Dans l'accord, les pays qui ne respecteront pas la rigueur budgétaire seront sanctionnés. Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle du déficit inférieur à 3%. La règle d'or sera obligatoire, mais comme le souhaitait la France, la Cour de justice européenne ne pourra annuler un budget national. Elle pourra juste le juger conforme ou pas. Pour relancer la croissance, Paris et Berlin proposent la mise en place d'une gouvernance économique de la zone euro. Tous les mois, les chefs d'État se réuniront avec un ordre du jour précis. Pour garantir la dette des États, le Fonds européen de stabilité financière, prévu en 2013, sera mis en place dès 2012, avec des décisions prises à la majorité plutôt qu'à l'unanimité. Nous ne voulons pas que quelques-uns puissent bloquer les avancées des autres, d'où... C'est une solution à la crise à marche forcée qu'ont annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Plus question de tergiverser, le couple franco-allemand veut obtenir un nouveau traité. Et faute d'accord à 27 d'ici mars, on se contentera d'un texte paraphé par les pays de la zone euro. Dans l'accord, les pays qui ne respecteront pas la rigueur budgétaire seront sanctionnés. Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle du déficit inférieur à 3%. La règle d'or sera obligatoire, mais comme le souhaitait la France, la Cour de justice européenne ne pourra annuler un budget national. Elle pourra juste le juger conforme ou pas. Pour relancer la croissance, Paris et Berlin proposent la mise en place d'une gouvernance économique de la zone euro. Tous les mois, les chefs d'État se réuniront avec un ordre du jour précis. Pour garantir la dette des États, le Fonds européen de stabilité financière, prévu en 2013, sera mis en place dès 2012, avec des décisions prises à la majorité plutôt qu'à l'unanimité. Nous ne voulons pas que quelques-uns puissent bloquer les avancées des autres, d'où... C'est une solution à la crise à marche forcée qu'ont annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Oui, venez nous excuser pour ces problèmes techniques dans ce sujet. À noter que l'agence Standard & Poor's, apparemment peu convaincue par tout cela, s'apprête à placer ce soir sous perspective négative les notes des pays européens bénéficiant actuellement du AAA, dont la France et l'Allemagne. Nous allons en parler dans un instant avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, c'est une autre vision du couple franco-allemand, celle de François Hollande en visite à Berlin au congrès du Parti social-démocrate. Le candidat socialiste à la présidentielle a proposé son pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance en minimisant les propos jugés germanophobes provenant de son propre camp. Flora Sauvage.
Alors que Nicolas Sarkozy reçoit la chancelière allemande Angela Merkel à l'Elysée, François Hollande est à Berlin au congrès du SPD. Dans son discours devant les socialistes allemands, le candidat à l'élection présidentielle vient présenter ses solutions pour sortir de la crise. Et il leur fait une promesse. Je vous fais cette promesse avec ceux qui m'accompagnent. Je ferai tout, je dis bien tout, pour réussir le premier acte. En attendant que vous posiez le second, en septembre 2013. Car outre-Rhin, les socialistes allemands préparent l'alternance. Sigmar Gabriel aspire à devenir le nouveau chancelier après les élections législatives de septembre 2013. Surtout, on a besoin de redonner un souffle aux relations franco-allemandes. C'était une belle performance. On espère qu'il sera le prochain président français, pas seulement parce qu'il est socialiste, mais parce qu'il est un grand Européen. À l'issue d'un discours d'une demi-heure, les délégués du SPD ont chaleureusement applaudi François Hollande, qui a donné sa vision du couple franco-allemand. Le candidat compte retourner en Allemagne en début d'année prochaine et cette fois, il espère rencontrer Angela Merkel. Et tout de suite, c'est l'analyse économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, quand on voit tout cela, tout ce qui a été dit ce matin, quelle Europe se dessine? Une Europe de la rigueur, une Europe de la vertu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rigueur. Et d'ailleurs, il y a deux événements qui se sont passés aujourd'hui. C'est le plan de Mario Monti qui a été annoncé ce matin à Rome, un plan de 20 milliards d'euros qui s'ajoute aux 60 milliards qu'avait décidé Silvio Berlusconi, soit 80 milliards d'euros de rigueur pour l'Italie. Et effectivement, cette Europe de la rigueur dessinée cet après-midi par le couple Merkel-Sarkozy. Alors, c'est tellement de la rigueur que les deux petites soupapes ou les deux respirations qu'auraient souhaité les Français dans cette négociation ont été mis de côté, en tout cas pour le moment. Il s'agit de l'assouplissement du travail de la Banque centrale européenne et du lancement de Eurobonds dont Mme Merkel ne voulait pas entendre parler. Ensuite, il a été question de sanctions. Les Français souhaitaient des sanctions fortes, mais pas automatiques. Or, il est bien marqué dans l'accord qui est dessiné cet après-midi qu'elles seront automatique. Les Français ne voulaient pas que ce soit la Cour de justice de La Haye qui en décide ainsi, parce qu'effectivement c'était décidé par des technocrates un petit peu de droit, mais qui n'avaient pas une représentation politique. Ça sera décidé par les chefs d'État à la majorité qualifiée. Donc de ce point de vue-là, Mme Merkel s'est plutôt rangée du côté français. Ce sont les politiques qui décideront les sanctions, mais elles seront bien automatiques dès que l'on dépassera le fameux déficit des 3%. Mais par ailleurs, c'est bien la Cour de justice qui décidera si les règles d'or inscrites dans les diverses constitutions des 17 pays, il doit y avoir encore aujourd'hui simplement 2 ou 3 pays de la zone euro qui n'ont pas adopté la règle d'or, c'est cette Cour qui décidera si la règle d'or dans la Constitution ne sera pas une règle d'or en toc, mais une règle d'or à 18 carats, si vous voulez, en quelque sorte. On dirait donc une règle d'or à 18 carats pour une rigueur au carré. Et puis Jean-Louis, il y a eu une esquisse, un calendrier, on parle du mois de mars pour un accord fin prêt. Est-ce que le timing est réaliste? Alors, étant donné que toute l'Europe s'est mise au diapason de la rigueur, Espagne, Portugal, Irlande, Italie, ce matin, comme je viens de le rappeler à l'instant, la France avec ses plans de rigueur, l'Allemagne aussi, on ne voit pas ce qui pourrait faire obstacle à l'adoption d'ici à mars prochain de ce nouvelle rectification du traité européen. Après viendra le temps des ratifications par le Parlement. Mais en mars, où en serons-nous, nous, ici, en France? On en sera à la présidentielle. Autrement dit, c'est pour M. Hollande un petit piège qui est ici tendu, parce qu'en fin de compte, sa campagne, il va la faire sur quel terrain? Il va le faire sur le terrain de l'accord franco-allemand. Il ne pourra pas dire « j'inciterai les Allemands à être différents », puisque aujourd'hui, les Allemands, ils ont voté, ils ont adopté ce plan, ces modifications de traité. Il va donc falloir pour lui se déterminer à partir du terrain dressé par M. Sarkozy lui-même. D'autant plus que s'ajoute un autre aspect. Rappelez-vous le plan de redressement des finances publiques du mois dernier, où il est bien question d'une baisse des déficits d'ici à 2017. Et pendant la campagne électorale, M. Sarkozy dira voilà mon programme, comment réduire les déficits, et vous, qu'est-ce que vous faites sur ce terrain-là? Donc, c'est pour M. Hollande, ça complique un peu sa campagne. Pour finir, Jean-Louis, vous avez parlé tout à l'heure d'une Europe de la rigueur qui fait donc des efforts. Et pourtant, ce soir, ces efforts, ils sont salués par une sanction en pointillé de l'agence Standard & Poor's. Pourquoi? Une sanction en pointillé, effectivement. D'abord parce que nous sommes sur une ratification qui interviendra dans 2 ans. Il n'y a rien sur le court terme. Alors, rappelez-vous, Moody's avait déjà mis sous surveillance la note, le triple A de la France. Et là, il n'y a pas de jaloux.
c'est les 6 AAA de la zone euro qui y passent, comme quoi ça confirme bien que la zone euro est un tout. Ça fonctionne ensemble et le fait qu'il y ait quelques membres qui soient en difficulté se répercute sur tout le monde et la France est au diapason et l'Allemagne aussi. Comme ça, ils sont solidaires. Comme ça, ils sont solidaires. C'est l'Europe solidaire. Non, on les a à l'œil. Oui, merci beaucoup Jean-Louis. Et tout de suite, on va parler de cette situation en Europe, aussi de la situation en France, notamment sur le front de l'emploi, avec un invité exceptionnel du 22h. Regardez tout de suite. Notre invité ce soir est ancien conseiller de l'Élysée aux affaires sociales et actuel membre du Conseil économique et social. Raymond Sauby, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors nous allons évoquer ensemble la situation de l'emploi en France. Il y a un sommet social à venir au mois de janvier. Vous nous expliquerez le fonctionnement et puis l'utilité de ces sommets que vous avez longtemps organisés. Mais d'abord, l'Europe, Raymond Sauby, un nouveau traité devrait voir le jour en mars, comme l'a annoncé aujourd'hui Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Quel visage aura l'Europe de demain ? C'est sûr, c'est que l'Europe d'aujourd'hui a de menus problèmes. Avec la crise de l'euro et la crise d'un certain nombre de dettes souveraines. Et au fond, tout ça vient d'une crise de confiance, je pense, dans la gouvernance de l'Europe et plus précisément de la zone euro. Or, la base des monnaies et la base de l'économie, c'est la confiance. Donc tout ce qui aboutit à renforcer les processus de décision européens, à avoir des politiques économiques plus cohérentes et à avoir des règles un peu plus strictes pour l'endettement et le désendettement d'un certain nombre de pays, va dans le bon sens. Est-ce que ce que vous avez entendu aujourd'hui va suffire à restaurer cette confiance ? Je l'espère, parce que la confiance doit être restaurée d'abord par une politique des États d'engager un désendettement, parce que c'est vrai que l'endettement est très fort, encore que je fais remarquer qu'il est beaucoup plus fort encore au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui eux n'ont pas de crise de confiance. Et puis deuxièmement, il faut restaurer la confiance dans le fonctionnement de l'Europe, dans sa capacité de prendre des décisions collectives, de régulation et éventuellement de sanctions. Et si j'ai bien compris, c'est l'objet du projet de traité que Mme Merkel et M. Sarkozy vont proposer à leurs partenaires. Vous avez prononcé le mot sanctions qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Sanctions, règles. Est-ce que c'est une Europe mère fouettarde qu'on voit se dessiner sous nos yeux? Non, c'est une Europe mieux organisée. Une Europe ne peut pas être bien organisée et encore moins être solidaire si vous avez des pays qui sont des cigales et des pays qui sont des fourmis. Il y a un moment où les fourmis commencent à avoir de l'humeur et à se fâcher. Et donc il faut des disciplines collectives. Ça ne veut pas dire une rigueur terrible, ça veut dire simplement des disciplines collectives. On peut avoir une rigueur modérée ? Je pense qu'on peut avoir en effet plus ou moins de rigueur. Je crois qu'il faut de la rigueur pour procéder au désendettement des pays et qu'en même temps, il ne faut pas trop de rigueur pour ne pas casser la croissance et le moteur économique. Comme ça va être difficile de placer ce curseur. Eh bien, je crois que c'est le charme et le talent des hommes politiques que de savoir où placer les curseurs. Il est sûr qu'il faut les placer de manière beaucoup plus stricte qu'ils ne l'ont été, puisqu'après tout, les règles du pacte de stabilité et de croissance, les 3% qui avaient été définis dans le traité de Maastricht. Donc en France, il faut déplacer le curseur vers plus de rigueur aujourd'hui ? Oui, mais je rappelle qu'en France, les mesures qui ont été annoncées des différents plans récents devraient aboutir à un équilibre des comptes publics en 2016, donc en fait à un début de désendettement de la France. Alors on peut vouloir un désendettement plus ou moins rapide, ce ne sont pas encore des mesures d'une rigueur extrême. On ne peut pas dire, c'est ce que vous nous dites. Non, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis que ce ne sont pas actuellement des mesures. Et plus les disciplines sont consenties en avance, plus elles sont consenties de manière coordonnée en Europe, moins il y aura besoin d'une rigueur forte liée à une crise elle-même très forte. Est-ce que l'Allemagne, première puissance économique européenne, a imposé son Europe à la France ? Écoutez, quand vous lisez les journaux allemands, ce sont les Français qui ont imposé peut-être pour Mme Merkel ce qu'elle ne voulait pas, en tout cas ce que ne voulaient pas les Allemands. Et il arrive, quand on lit les journaux français, pas dans tous, bien certains, qu'on lise l'inverse. Et quand on vous pose à vous la question, et quand on me pose à moi la question, ce qui est votre cas, je crois que c'est un accord. Je crois que dans la vie, il faut trouver des accords entre des pays qui ont des systèmes politiques différents, qui ont des régimes politiques différents, qui ont des climats différents. Eh bien, c'est ce qui se passe entre Mme Merkel et M. Sarkozy. L'Europe, on le voit, est au cœur de la campagne. Est-ce que finalement la présidentielle, ça va être au fond l'occasion d'un référendum pour ou contre la zone euro en fonction du candidat qu'on va choisir ?
J'ai l'impression, quand on regarde la liste des candidats, telle du moins qu'elle nous est parvenue à ce jour, que s'agissant des deux principaux, ou considérés comme principaux, ils sont européens. C'est-à-dire lesquels Nicolas Sarkozy... Ah, vous avez une liste toute récente, donc il est candidat, oui. C'est un secret de polichinelle. C'est ce que vous dites souvent, donc je vous écoute, donc je reprends. Monsieur Hollande, qui est candidat, dit qu'il est dans la lignée de François Mitterrand. Il n'y a pas eu plus européen que M. Mitterrand. Oui, mais il y a la troisième femme, il y a Marine Le Pen. Il y a la troisième femme, mais vous avez M. Bayrou, par exemple, qui semble-t-il s'est déclaré candidat. M. Bayrou est un Européen convaincu. Donc c'est vrai que Marine Le Pen n'est pas européenne. Elle est pour sortir de la zone euro. Elle est pour mettre des barrières aux frontières des pays. Mais enfin, je n'ai pas vu des sondages qui donnait Madame Le Pen avec 51% des voix dans les intentions de vote. À Toulon, à présent, Nicolas Sarkozy a annoncé il y a peu un sommet social pour l'emploi. Ce sera en janvier, 3 mois avant la présidentielle. Raymond Soubier, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour un dialogue franc et sincère et dénué de toute arrière-pensée électorale? Je dirais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, parce que certains pourront avoir des arrière-pensées, l'élection présidentielle étant à 4 mois. Mais je crois que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec les politiques qui sont menées par l'État, avec l'annonce du traité, avec tous ces sujets formidables pour notre avenir, pouvoir d'achat et sur l'emploi, il est très logique. Formidable qu'il y a des solutions, oui. Et très évident, non, formidable au sens d'un choc. Oui, bien sûr. Un choc, pas au sens, je dis pas bénéfique, un choc. Eh bien, il est normal que les partenaires sociaux, syndicats et patronats, soient associés. Ça me paraît logique. Oui, mais qu'est-ce qui peut sortir d'un sommet en pleine austérité? Est-ce qu'on va demander aux syndicats de s'associer à l'austérité du gouvernement? Il est clair que les syndicats, ils n'ont pas intérêt à s'associer à ce que vous appelez l'austérité du gouvernement. Et donc, il est clair également qu'ils ne s'y associeront pas. Il est clair aussi qu'il peut y avoir un certain nombre de mesures, comme il y en a eu en 2008-2009, de protection de l'emploi, sur le chômage partiel, on va prendre les mêmes, vous pensez au chômage partiel, etc., qui peuvent être des avancées sans que pour autant les syndicats ne cautionnent la politique de rigueur, comme vous dites, du gouvernement. Donc il est clair qu'il ne s'agit pas d'avoir une sorte de consensus général qui est inatteignable, en général, et plus particulièrement en cette période, mais il s'agit d'avoir des avancées concrètes sur un certain nombre de sujets. Mais qu'auriez-vous soufflé à l'oreille du président? Vous avez tellement organisé ce genre de sommet auparavant, que lui auriez-vous conseillé comme proposition? Moi, je crois que là, en effet, il ne faut pas faire un sommet sur la politique générale, c'est voué à l'échec, pour des raisons évidentes que vous venez de dire. En revanche, il faut regarder un certain nombre de mesures concrètes que sans doute les syndicats jugeront insuffisantes, parce qu'ils les jugeront Vous connaissez bien comment forcément ça se passe. C'est un théâtre souvent d'ailleurs. Oui, c'est un théâtre, parce que ça, chacun joue son jeu. Mais après tout, c'est normal en démocratie, et c'est normal aussi en démocratie sociale. Mais on peut faire des avancées ponctuelles sur des sujets, sur l'emploi, sur le chômage, qui importent aux gens, qui améliorent leur situation. Il peut y avoir des avancées ponctuelles. Mais dans cette période, toute avancée ponctuelle est bonne à prendre. Plus l'austérité gagne du terrain, plus les indignés se font entendre en Espagne, en Italie, aux États-Unis même, et pas tellement en France. Est-ce que c'est du fatalisme ? Non, je pense que c'est du réalisme. Ça vient sans doute de ce que les Espagnols considèrent que la situation d'Espagne est beaucoup plus grave que les Français ne pensent qu'elle est en moins. Et puis les Français, qui sont des réalistes, ont conscience qu'il y a quand même un début de crise et que l'impossible est l'impossible. Simplement, ils ont besoin de justice, de sentiment de justice, et ils ont besoin de savoir vers quoi on les mène pour l'avenir. Cette vision existe selon vous? Oui. Oui. Merci beaucoup, Raymond Soubier, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. La suite du 22h après l'intrusion des militants de Greenpeace ce matin dans la centrale de Nogent-sur-Seine et ce soir dans celle de Cruas dans la Drôme où 2 militants ont été interpellés. Eh bien, le mot est lâché. Les autorités ont finalement admis des défaillances dans la sécurité des sites. Toutes les leçons doivent être tirées, prévient le ministre de l'Intérieur. On en parle dans un instant avec notre invité, mais d'abord les faits. Ces images ont été filmées par Greenpeace tôt ce matin. Il est 6h10, 9 militants de l'association antinucléaire pénètrent à l'intérieur de la centrale de Nogent-sur-Seine. Armés de banderoles, certains se réfugient dans une échelle fermée. D'autres parviennent à monter sur le dôme de l'un des récepteurs nucléaires.
Sur leur banderole, il est écrit « Coucou » et « Facile ». Objectif de l'association, montrer les failles du système de sécurité des installations. Selon l'organisation, les militants seraient parvenus en 15 minutes au cœur de la centrale. D'autres sites, à Chinon ou au Blayais, ont été la cible de Greenpeace. Toute la journée, l'association a joué au chat et à la souris avec les autorités, comme avec Julien, militant caché dans une centrale encore inconnue. Je suis donc là pour vérifier par moi-même de la sécurité de ce militaire. Je me trouve actuellement à l'intérieur d'une centrale. À l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve Julien. Greenpeace affirme avoir toujours des militants cachés dans un site autre que Nogent. Du côté d'EDF, on minimise l'intrusion des antinucléaires. Ils n'ont jamais atteint la zone surprotégée de nos installations, donc la zone la plus sensible. Ils ne sont jamais pénétrés en salle de commande et en salle de pilotage de nos réacteurs, ni dans aucun des bâtiments essentiels de notre centrale. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ils ont été repérés et vus en permanence. Ce soir, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant admet cependant des défaillances du dispositif de sécurité. Les 9 militants de Nogent ont eux été interpellés. Notre invité ce soir est le sénateur UMP de Haute-Marne et vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, Bruno Sido. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. On vient de le voir, les autorités finalement parlent de défaillance. Est-ce que finalement, malgré les méthodes utilisées, cette action de Greenpeace a été un bon révélateur pour vous ? Oui, ce n'est pas un grand jour pour EDF et pour la sécurité des centrales nucléaires. Effectivement, il y a eu des dysfonctionnements, semble-t-il, majeurs. Et par conséquent, il faut immédiatement réagir. Je m'étonne qu'après l'intrusion de ce matin de quelques éléments de Greenpeace, ils puissent y rentrer encore ce soir. Bref, il faut que les équipes d'EDF comprennent la gravité de la situation, ça ne peut pas durer. D'ailleurs, Greenpeace prévient ce soir qu'il est trop tôt pour dire qu'il n'y a pas d'autres militants cachés à part ceux qu'on vient de découvrir. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ça dans votre téléviseur? Ça vous a fait froid dans le dos? Vous connaissez bien ces sites, vous avez souvent fait des auditions, vous allez sur le terrain, ça vous a... C'est assez étonnant parce qu'effectivement, je connais ces centrales, je vois la hauteur des grillages et le nombre de grillages les uns après les autres, et je suis très étonné. Mais quand même, rappelons-nous ce qu'est Greenpeace. Ils ont fait à l'occasion des essais nucléaires dans le Pacifique, ils ont fait face à la flotte française et ils les ont beaucoup gênés. Ce sont des commandos surentraînés, ils sont très forts. Là, on a l'impression qu'ils font ça tranquillement en se promenant, pas du tout. À vrai dire, ce sont des vrais commandos, non armés bien entendu, mais ils sont très forts et par conséquent, cela montre que des vrais terroristes, aussi forts qu'eux, pourraient parvenir à leur fin. Alors, le ministre de l'Intérieur a parlé de leçons à tirer. Quelles leçons peut-on tirer de ça? Écoutez, c'est très simple. À vrai dire, on ne peut jamais déjà assurer à 100%. Quand je dis 100%, c'est toujours l'impossibilité pour quelqu'un de rentrer. Après tout, dans nos prisons, il y en a bien qui réussissent à sortir. Et par conséquent, c'est un premier point. Deuxième point, la sécurité de nos centrales a un coût qui se répercutera inévitablement sur le prix de l'électricité. C'est en cela que l'on disait ce matin, un ministre disait ce matin, que c'était irresponsable. Il y a quelque chose d'irresponsable en temps de paix. Dans un pays qui est en paix, qui n'en veut à personne, eh bien de voir les attaquer sur le cœur de sa stratégie politique et énergétique, il y a quelque chose de totalement irresponsable, effectivement. Mais ceci étant dit, on sait que nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait, et par conséquent, il faut certainement réagir à cette situation. À la limite, on peut dire merci à Greenpeace de nous avoir montré Parce que souvent, Bruno Sido, on s'était inquiété de la localisation des sites, de la zone sismique ou pas. Là, c'est vraiment un tout autre problème. C'est un tout autre problème. Moi, si vous voulez, je me suis occupé dans le sein de l'Office, avec Christian Bataille, de la sûreté nucléaire. C'est un tout autre domaine. Par contre, la sécurité, j'ai toujours pensé que les gendarmes, que l'entreprise EDF, qui est chargée de la sûreté et de la sécurité, eh bien, était à la hauteur de la situation. Apparemment, non. Apparemment, non. Ce sont des incidents graves. On vient de dire. Quelle image aussi, finalement, pour la France? Alors, ce n'est pas à l'évidence une bonne image. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont essayer demain en Allemagne, après-demain au Japon. Est-ce qu'ils vont réussir aussi facilement? Est-ce qu'ils vont réussir aussi facilement? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut que nous réagissions en France et que nous mettions plus de moyens
pour dissuader effectivement, mais de vraies attaques terroristes. Et Bruno Sido, vous-même, j'allais dire en tant que parlementaire, est-ce que, compte tenu de ce qui s'est passé, vous allez organiser de nouvelles auditions? Vous allez certainement que bousculer les choses? À l'office parlementaire, nous allons nous saisir de cette question. Enfin, je dis certainement demander éventuellement au président des assemblées de nous demander de nous saisir de cette question, puisque c'est comme ça que ça se passe. C'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas s'occuper seulement de la sûreté nucléaire, il y a également la sécurité qui engendre éventuellement la sûreté. Donc des actions vont être entreprises déjà en tant que parlementaire. Merci beaucoup Bruno Sido d'avoir été notre invité. La suite du 22h, tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. Il vit dans 13 mètres carrés et paye 565 €. C'est ce qu'on appelle un loyer abusif. Les sénateurs de gauche ont retiré ce week-end du projet de loi de finances une taxe qui sanctionne ce type de pratique. À droite, on ne comprend pas cette décision. Les sénateurs socialistes disent non, on supprime ce truc-là, ça sert à rien. Et ils nous disent, grosso modo, puisque vous ne réglez pas tout le problème des loyers, on ne va pas régler celui-là. Explication au Parti socialiste, la taxe est d'une très grande complexité. 30 ans que la gauche attendait ça, le texte sur le droit de vote des étrangers aux élections locales était dans les cartons, bloqué par un Sénat à droite. La nouvelle majorité en a fait son cheval de bataille, une question de démocratie et d'égalité, selon la rapporteuse du texte, Esther Benbassa. L'intégration est un mouvement qui se fait des deux côtés. De la part de la société qui accueille et de la part de celui qui est accueilli. Donc ce vote, c'est une sorte de pacte, moi je l'appelle le pacte d'intégration. Une proposition hasardeuse pour Nicolas Sarkozy, vivement critiquée à droite. L'examen en séance débute jeudi en présence de François Fillon. J'ai été arrêté le 11 avril 2011. Sous les bombes françaises. Devant la Cour pénale internationale où il comparaissait ce matin, Laurent Gbagbo charge la France. L'ancien président ivoirien est soupçonné de crimes contre l'humanité pour des violences commises lors de l'élection présidentielle fin 2010. Son refus de céder le pouvoir à Alassane Ouattara avait plongé le pays dans une grave crise meurtrière au bilan de 3000 morts. 300 manifestants ont été arrêtés ce soir à Moscou. Ils protestent contre le déroulement des élections législatives en Russie qu'ils jugent illégales. Les observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont observé des violations lors du scrutin, comme le bourrage d'urnes. Ce soir, Paris et Berlin demandent des explications. En période de crise, âme sensible, s'abstenir. La ministre des Affaires sociales italienne, Elsa Fornero, craque en pleine conférence de presse. Une image peu commune. L'objet de ses larmes, le nouveau plan d'austérité annoncé par son gouvernement et plus précisément les sacrifices sur les mesures de retraite dont elle est spécialiste. Un moment de solitude abrégé par Mario Monti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, votre documentaire du lundi soir. Belle soirée et à demain. Il est resté en liberté, lui, pendant 20 ans. Il a fait les prix des vacances, on l'a vu sur les albums photos. Il a vécu avec sa famille. Oui. Nous, on n'a jamais vécu. Il n'y a plus eu de Noël pour nous, depuis le 8 décembre 1987. En premier lieu, elle a perdu connaissance par les coups, par rapport aux coups. Ensuite, il leur remet encore une dose avec l'étouffement et l'étranglement. Et quand il s'aperçoit qu'elle n'est pas encore morte, il lui met une balle dans la tête. Bon. Il faudra qu'il m'explique, quoi. Ils le font passer pour le diable en personne, c'est n'importe quoi. C'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas le type qui va mettre une balle dans la tête à quelqu'un, quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Le 21 juin 2006, un homme arrive menotté au palais de justice de Nîmes. Il est accusé d'un viol et d'un meurtre commis 18 ans plus tôt, le 8 décembre 1987. Bonsoir. Pour Evelyne, la petite lycéenne d'Avignon, il y avait mardi soir, au bout du chemin des écoliers, l'horreur. Viol et assassinat, son corps a été découvert en rase campagne hier matin par des chasseurs. Ce jour de décembre 1987, Evelyne Boucher sèche les cours et passe l'après-midi dans un café d'Avignon qu'elle a l'habitude de fréquenter. En fin de journée, son petit ami la rejoint puis l'accompagne à l'arrêt du bus qui doit la ramener chez elle. Il est environ 18 heures. Après 20 minutes de trajet, elle descend du bus à l'arrêt Cévennes, à l'entrée du lotissement où habitent ses parents. Elle marche quelques minutes en compagnie d'une camarade de classe, puis les deux amis se séparent. Evelyne est à quelques centaines de mètres à peine de sa maison. Ensuite, c'est le trou noir. Quelques minutes plus tard, un témoin affirme l'avoir vue passer assise à l'arrière d'une petite voiture de couleur claire. C'est la dernière fois que l'on aperçoit Evelyne vivante. Le lendemain matin, des chasseurs retrouvent son corps martyrisé dans la garrigue, à quelques kilomètres de sa maison. Evelyne a été battue, violée, étranglée et achevée d'une balle dans la tête. Depuis 20 ans, Gisèle, la mère d'Evelyne, et Jean-Pierre, son compagnon, n'ont jamais voulu quitter cette maison. Pour eux, le temps s'est arrêté le 8 décembre 1987. Alors ici, vous êtes dans la chambre d'Evelyne. La chambre n'a pas encore été refaite. Vous voyez, c'était une fan de James Dean, donc j'ai encore laissé les posters. J'ai son cartable là qu'elle avait le jour où qu'elle a été assassinée, et je le regarde, je dis pas tous les jours, mais presque. Et bon, pour vous dire, voyez dedans, ça c'était son... Elle aimait bien se mettre un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de noir aux yeux, 16 ans, elle était mignonne, etc. Donc bon, ben, la police a toutes pris les empreintes, analysé, mais j'ose pas ouvrir les sacs encore. Et ça reste dans les sacs, j'y touche pas.